payer les achats en roubles euh, en s'en tenant justement à la devise qui était prévue initialement au niveau des contrats. Donc, elle se prépare à une rupture des approvisionnements de gaz russe. Et le groupe russe Gazprom a d'ailleurs déjà suspendu certaines livraisons. Et donc, selon vous, comme première question, cette action justement de la part de Vladimir Poutine était-elle justement prévisible ou anticipable au commencement de la guerre en Ukraine? Alors, je pense personnellement, je ne pense pas que c'était prévisible, sans quoi l'Union européenne, les Américains, les Anglais l'auraient prédite. Mais on a été tous surpris, tout le monde a été surpris de part et d'autre de la frontière d'une agression de la Russie une agression caractérisée de la Russie sur son voisin, l'Ukraine. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est la chose suivante. J'habitais 4 ans à Saint-Pétersbourg et au moment où j'y habitais, la Crimée a fait l'objet des tensions et d'une invasion, pas d'une invasion, mais d'un rattachement à la Russie de manière assez brutale. Et une annexion, c'était une annexion qui n'était pas légale au sens du droit international public. Voilà. Ça c'est déjà la première chose. Maintenant, tout ce que je vais dire, et j'aimerais vraiment le préciser d'entrée, tout ce que je vais dire ne peut pas excuser l'agression de la Russie sur l'Ukraine. C'est une agression qui est inexcusable, donc ça ne sert à rien d'essayer de chercher des excuses dans ce domaine. Par contre, on peut peut-être trouver l'une ou l'autre explication. D'abord, à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie et son rattachement à la Russie, qui a fait l'objet d'un référendum qui a été approuvé par la population de la Crimée, qui était majoritairement russophone, les pays européens se sont insurgés, évidemment, et ont protesté contre cet état de fait. Et du coup, on a essayé de trouver une solution pour la région du Donbass. Donbass, qui est une région limitrophe avec la Russie. Et on a signé des accords à Minsk. Des accords qui, alors je ne vais pas entrer dans le détail parce que je ne les connais pas suffisamment bien, mais ce sont des accords qui prévoyaient un certain degré d'autonomie de ces régions limitrophes du Donbass. Première chose, ces accords n'ont jamais été mis en place. Ces accords qui liaient, disons, l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France n'ont jamais été mis en place. Et s'ils n'ont jamais été mis en place, il y a peut-être une explication à chercher que l'allié américain n'a jamais été réellement impliqué là-dedans. Première chose. Deuxième chose, les Américains ont soutenu d'une manière ou d'une autre l'Ukraine dans une transition démocratique qui n'est pas passée inaperçue. Donc, il s'agissait pour les Américains, disons, d'améliorer la démocratie en Ukraine au travers de subventions qui étaient parfois importantes. Hein. C'était en milliards que les Américains ont injecté en Ukraine. Ça c'est une chose, ça n'a pas passé inaperçu, à tel point qu'à un moment donné, Victoria Nuland, qui était la secrétaire d'État américaine aux affaires extérieures, en parlant avec son ambassadrice à Kiev, a dit mais voilà, on va faire ça, on va faire ci. Et l'ambassadrice a dit, mais l'ambassadrice américaine à Kiev a dit, ouais, mais que vont penser les Américains, les Européens? Et la réponse de Victoria Nuland a été très claire, fuck the Europeans. Ce sont des faits. Ça veut dire que les Européens sont un peu considérés comme une part assez négligeable de cette affaire. Deuxièmement, l'Ukraine a élu un gouvernement, il a élu ce gouvernement dans des élections qui étaient libres et qui étaient ouvertes. Et bon, un gouvernement a été nommé. Première réaction du gouvernement qui a consisté à faire quoi? À interdire la langue russe à parler en Ukraine. Alors moi, je suis suisse. Et en tant que Suisse, je parle français. Mais je ne suis pas français.
Si tout d'un coup on m'interdisait de parler le français en Suisse, ça me poserait un problème. Je parle couramment l'allemand, je parle couramment le suisse allemand. Mais mes parents, mes amis, une partie de ma famille ne parlent pas allemand. Et si tout d'un coup on m'interdisait de parler ma langue dans mon pays, ça me poserait un problème. Lié à ça, il y a un phénomène aussi qui doit être connu, c'est que pour un Russe, pour la Russie, quelqu'un qui parle russe est russe. Ça, il faut le comprendre. Quelqu'un qui parle russe, pour les Russes, est considéré comme russe. Mais moi, je parle français, je pense en français, j'écris en français, mais je ne suis pas français. J'aime bien la France, hein, j'aime bien y aller, j'aime bien mes amis français, partie de ma famille est française, mais je ne suis pas français, je suis suisse. Et ça c'est compliqué à faire comprendre du côté de la Russie. Donc, il y a tout un faisceau d'actions qui ont été entreprises au cours des dernières années qui ont conduit à cette situation, toujours, encore une fois, qui est totalement inexcusable. Aucun pays n'a le droit d'envahir et d'agresser un autre pays. Mais c'est une situation qui s'est envenimée au fur et à mesure et progressivement pour en arriver là où on est. Si l'Union européenne avait été un peu plus puissante, un peu plus réactive, un peu plus agile, et avait dit à l'Ukraine, d'accord, on va faire des accords de coopération étroits avec vous, c'est très bien, mais sachez qu'on va faire les mêmes accords de coopération avec la Russie. Je ne sais pas si ça aurait permis de limiter les dégâts, mais on n'en serait peut-être pas arrivé là. Et maintenant, la situation est impossible. Il y a des morts de tous les côtés. Les Ukrainiens et les Russes sont étroitement liés. Les familles sont étroitement liées. Moi, je connais des tas de gens qui ont de la famille des deux côtés. Et on a détruit maintenant tous ces liens historiques, familiaux, d'amitié qui existaient entre les deux pays. D'une manière absolument terrible. La Russie va prendre peut-être 30 ans de retard, je ne sais pas, je ne le souhaite pas, mais va peut-être prendre des années et des années de retard pour revenir sur le plan mondial, sur la scène mondiale, comme un interlocuteur respectable et respecté. Et là, ça c'est terrible pour la Russie, c'est terrible pour l'Ukraine, c'est terrible pour l'Europe, parce qu'on a un conflit à nos portes en ce moment, dont l'issue est assez imprévisible. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Si je savais, je serais super intelligent. On peut craindre que ça va perdurer, et que ça va faire un conflit gelé pendant des années. Le Donbass, ils vont peut-être faire un référendum comme ils l'ont fait en Crimée. Et puis, on va annexer cette partie du territoire à la Russie. Et puis, ça va jamais cesser. Ce qu'on a oublié aussi, c'est qu'en 1991, il y a plusieurs choses qu'il faut voir aussi. En 1991, quand l'Union européenne s'est étendue en direction de la Russie, à travers l'adhésion des pays baltes notamment, mais de la Pologne aussi à l'Union européenne, on s'est progressivement rapproché de la Russie. C'était très bien. Du coup, l'OTAN s'est aussi rapprochée de la Russie. Et la Russie craint plus que tout que l'OTAN soit à ses frontières. En 1963, dans la crise des missiles à Cuba, les Américains n'avaient pas beaucoup apprécié le fait que les Russes veuillent installer des bases nucléaires à Cuba. Ça avait conduit pratiquement à un conflit imminent entre les États-Unis et la Russie. Ça, c'est une chose. Et ça, on n'a pas respecté, on n'a pas assez considéré le fait que la Russie souhaite avoir quand même un esprit sécuritaire autour de ses frontières.
Du coup, l'OTAN, suite à cette agression, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il n'y a plus cette distance, de toute façon, elle n'existait pas avec l'Estonie, mais l'Estonie est un tout petit pays. L'Estonie est à 200 km de Saint-Pétersbourg. Hein. L'OTAN, du coup, va s'élargir et on va dans cette direction. L'OTAN va s'élargir à la Finlande et à la Suède, qui était restée jusqu'ici neutre, donc qui faisait une espèce de couloir de sécurité de ce côté-là pour la Russie. Donc, on a négligé ça. Ensuite, on a négligé aussi de lire un livre qui est de Brzezinski, secrétaire d'État. Qu'est-ce qu'il était? Non, il n'était pas secrétaire d'État. Je crois qu'il était conseiller américain à la sécurité ou quelque chose comme ça. Livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier, dans lequel il est écrit en 1996 très clairement qu'il y a deux leviers sur lesquels il faut appuyer pour déstabiliser la Russie. Le premier, c'est l'Ukraine, et le deuxième, c'est la Géorgie. Ah, mais en 1996, on est en 1996, on a écrit ça. On aurait dû le lire, on aurait dû dire, non mais écoutez, qu'est-ce que vous cherchez? Encore une fois, tout ceci ne peut pas excuser une agression, mais on peut peut-être aller chercher des explications qui ne sont certainement pas dans le courant normal au jour d'aujourd'hui. Actuellement, l'Ukraine a été agressée, la Russie agresse un pays, et puis ça ne va pas, ça va pas. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de trouver une autre solution à cette situation? Alors, ça sera compliqué parce qu'on a beaucoup détruit de choses. Et avant de commencer à reconstruire, il va falloir laisser passer du temps. Et puis, on fait quoi? Que la Russie se retire sur ses frontières? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je souhaite personnellement, j'ai des amis en Russie et je garde beaucoup d'affection pour le pays, pas pour des dirigeants qui conduisent le pays à la ruine, mais j'ai beaucoup d'amis en Russie avec lesquels je ne peux même plus échanger parce que comment est-ce qu'on veut dire? Parce que la propagande est quand même, elle est assez forte. Hein. Je ne sais pas s'ils ont peur, mais on leur on leur explique à la limite que c'est l'Ukraine qui a agressé la Russie. Enfin, il y a quelque chose qui ne joue pas. Voilà, ça c'est un peu le préambule. Maintenant, on m'a posé une question sur les sanctions. Oui, effectivement. Pour ce qui est des sanctions, quelles sont les conséquences justement, principalement économiques, de cette crise pour l'Europe? Alors, pour déjà parler de la Russie, les sanctions qui ont été prononcées suite à l'annexion de la Crimée. L'Union européenne, les USA ont mis en place tout un régime de sanctions envers la Russie qui ont porté effet. Hein. Mais quand j'étais là-bas, la Russie importait énormément de produits de l'étranger, énormément. Et relativement, pas du jour au lendemain, mais à relativement brève échéance, ils ont un espace de 6 mois, il a fallu trouver d'autres solutions. La Russie n'est pas un pays très industrialisé. Disons, l'essentiel de ses revenus provient des matières premières, de l'énergie, et des matières premières. Il y a tout là, dans le pays, il y a absolument tout. Mais ce n'est pas un pays essentiellement industrialisé. Et du jour au lendemain, les gens ont dû se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Du jour au lendemain, on a commencé à chercher à produire du fromage. On a cherché à produire des produits locaux qui, au bout de, disons, une année, commençaient à arriver sur le marché et qui étaient de qualité tout à fait acceptable. Donc, progressivement, on a remplacé les exportations ou les importations par la Russie au moyen de produits réalisés localement. Mais ça n'empêche que la Russie n'arrivera pas à devenir une puissante nation industrialisée du jour au lendemain. Ils construisaient des voitures, mais ils les assemblaient principalement.
il y a beaucoup de choses qui dépendaient de l'étranger qui maintenant sont remplacées progressivement. Ça, c'était à la suite de l'Ukraine. Maintenant, la situation est beaucoup plus sérieuse. Je pense que la Russie doit se préparer à avoir une diminution de son produit intérieur brut significative. C'est pas être un grand devin que de prédire une chute du produit intérieur brut, ça c'est clair. Maintenant, pour ce qui est de l'énergie, jusqu'à présent, la Russie, jusqu'à récemment, a fourni encore beaucoup d'énergie. Et puis non seulement elle en a fourni beaucoup, mais elle l'a vendu à un prix très, très élevé. Donc, elle a engrangé des bénéfices faramineux. Alors qu'il y a un moment, il y a quelques années, le carburant, l'huile, l'huile, le mazout, enfin le oil, coûtait, ouais, le pétrole, voilà, pardon. Le pétrole coûtait 20-30 dollars. Tout d'un coup, il est monté à 130. Ils ont continué à vendre. Hein. Et le gaz, ils ont continué à le vendre à des prix extrêmement élevés. Donc, ils ont engrangé des sommes folles qui maintenant leur font un bon capital qui leur permet de tenir le coup. Eux, ils ont de l'argent. Nous, on ne peut pas chauffer avec de l'argent en Europe. On a aussi de l'argent, mais on ne peut pas chauffer avec. Donc, il nous faudra du gaz. Et l'Europe n'arrivera pas facilement à se passer du gaz. Maintenant, pour ce qui est des sanctions, on sait que d'une manière générale, elles font souvent plus mal à ceux qui les imposent qu'à ceux qui les subissent. Ça, c'est ce qu'un débat qui a eu lieu en Italie récemment a démontré. Ça fait plus mal à ceux qui les imposent qu'à ceux qui les subissent. Mais on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement. Il fallait bien montrer une certaine... il fallait bien montrer que l'Union européenne, que les États-Unis, que tout le monde estime que ça n'est pas une attitude acceptable que celle qui consiste à envahir un pays étranger, à le détruire, comme on a vu, détruire des villes et des régions entières. Ça ne va pas. Justement, la Commission européenne va proposer un plafonnement du prix du gaz russe, entre autres mesures destinées justement à surmonter la crise énergétique actuelle. Et à combattre justement, entre guillemets, la manipulation des marchés énergétiques par la Russie. Donc, comme a déclaré la présidente de l'exécutif européen, pas plus tard qu'hier. Donc, selon vous, est-ce que justement cette décision, cette action, cette mesure va-t-elle avoir un réel impact ou peut-être que justement l'Union européenne devrait véritablement commencer à chercher de nouvelles alternatives justement pour l'approvisionnement principalement en pétrole et en gaz? Alors, je ne sais pas à combien est facturé un million de mètres cubes de gaz actuellement. Mais parlons du pétrole. Je crois qu'il est autour des 90 dollars, grosso modo, à peu près. Si tout d'un coup on dit à la Russie, écoutez, on ne vous le paye plus que 70 dollars. Admettons. La Russie dira, ouais, ça me convient. Ça me convient. Moi, je le produis à 20 ou 30 ou 60. Je gagne encore de l'argent là-dessus. Ouais, ça me convient. Et idem pour le gaz. Et puis tout d'un coup, si la Russie dit non, on a assez d'argent, on n'a pas besoin de le vendre chez vous à ce prix-là. On préfère le vendre en Inde ou en Chine à un prix un peu plus élevé, voire au même prix. Et puis vous aurez froid cet hiver en Europe. Ça, c'est la prérogative du président russe. Et il a les moyens de dire non, on ne va pas vous vendre à ce prix-là. Vous avez plus besoin de notre gaz que nous de votre argent. Je ne sais pas quel sera le raisonnement mais nous, on en a besoin. L'Allemagne a besoin. 40% sauf erreur de ses importations de gaz proviennent de Russie.
Et elle en a besoin parce qu'on chauffe au gaz, parce qu'on travaille au moyen de... On utilise beaucoup de gaz pour le développement économique en Allemagne. Eux, ça, ça pose un problème en Allemagne. Encore une fois, on a Nord Stream, on a Nord Stream 1. Enfin, il y a des pipelines qui passent avec du gaz jusqu'en Europe à travers tous les pays d'Europe centrale, y compris l'Ukraine, qui prélevait, qui touchait des royalties pour laisser passer le gaz. Ensuite, on a construit Nord Stream 1, qui permettait d'acheminer du gaz de la région au nord de Saint-Pétersbourg jusqu'au nord d'Allemagne, à travers la mer Baltique, à un prix tout à fait correct, en dehors de toute influence étatique, quelle qu'elle soit. Après, on a construit Nord Stream 2. Les Américains sont beaucoup énervés sur Nord Stream 2. Estimaient que non, ce n'était pas acceptable, il y avait ci qui n'allait pas, il y avait ça qui n'allait pas. On a menacé Merkel de toutes sortes de pressions si Nord Stream 2 était mis en opération, en fonction. Et finalement, après, on a bloqué les entreprises qui produisaient les tuyaux pour installer ce pipeline, ceux qui les posaient. Enfin, on a vraiment mis une pression maximale là-dessus pour pas que Nord Stream 2 entre en fonction. Parallèlement, on a dit, ouais, mais nous, comme ça, on peut vous livrer du gaz américain, du gaz de schiste américain au moyen de gaz liquéfié, naturel liquéfié. Oui, ça, on ne parlait pas de guerre. Hein. À ce moment-là, on ne parlait encore pas de guerre. Là, on parle des années 2018, 2019, 2020, 2021. La construction a été achevée en 2021. Donc, à ce moment-là, on aurait eu la capacité de chauffer, d'alimenter en énergie toute l'Europe sans aucun problème. Mais c'est vrai que ça crée une dépendance vis-à-vis de la Russie. Maintenant, est-ce qu'on a une dépendance vis-à-vis de l'Arabie saoudite pour le pétrole? On a une dépendance vis-à-vis des Américains pour des ordinateurs ou des choses comme ça. On s'aperçoit qu'on dépend de la Chine pour des milliers de produits. On s'aperçoit que la mondialisation, elle existe réellement et que dès qu'un marché se ferme, il suffit qu'en Inde, il y ait une alerte COVID dans une ville pour que tout d'un coup, il n'y ait plus des principes actifs de médicaments, puis on n'a plus de médicaments. Chez vous ou chez nous, hein, regarde. Tout d'un coup, il n'y a plus qu'une fabrique en Inde qui fabrique une usine en Inde qui fabrique un produit actif pour un médicament, et puis il y a tout le monde qui se dit « Ah ouais, mais on ne peut plus les faire maintenant ». On est tous interdépendants, et puis il y en a qui sont plus forts que d'autres dans ce domaine. Hein. Pour le rôle justement des États-Unis dans ce conflit, les États-Unis ne restent pas tout à fait les bras croisés, donc et supportent l'Ukraine avec des rallonges importantes, donc qui s'élèvent à 33 milliards de dollars, principalement sous forme d'aide militaire et de fourniture d'armement. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les États-Unis attaquent indirectement la Russie ou plutôt que l'Ukraine justement constitue une menace pour la sécurité de l'Europe? Alors, c'est le fait qu'il y ait un conflit en Europe entre la Russie et l'Ukraine est une menace pour l'Europe. Ça, très clairement. Maintenant, est-ce qu'on est dans un conflit par puissance interposée? Est-ce qu'on alimente l'Ukraine en armes pour attaquer la Russie? Ça serait un peu cynique de penser qu'on les laisse se battre pendant que nous, on reste tranquille et puis débrouillez-vous. Ces gens se battent pour leur pays. Vous, je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais moi, j'habite près pas très loin de Genève, qui est plus connue mondialement. Si je suis attaqué par la France, je vais me battre à 30 km de mon domicile, à 30 km de ma famille. Je suis quand même plus motivé de défendre mon pays et ma région que si je vais jusqu'en Afghanistan pour aller attaquer des talibans. Hein. C'est logique. Les Ukrainiens font un travail admirable de défense.
ils se défendent avec vigueur et certainement avec succès. Ils ont besoin d'armes, oui, ils ont besoin d'armes, bien sûr, il faut leur en donner. Il faudrait pouvoir débrancher toute la source du conflit avant de leur envoyer plus d'armes, mais c'est compliqué. Hein? Qu'ils se battent comme ils le font est admirable et ils méritent qu'on les soutienne. Encore une fois, ça ne va pas quand un pays attaque un autre, ce n'est pas acceptable. Pour ce qui est de l'approvisionnement, est-ce que une grande partie des pays européens ne pourraient pas s'alimenter éventuellement en énergie nucléaire et commencer à délaisser justement ces hydrocarbures? Alors, l'énergie nucléaire en Allemagne, on veut y renoncer. L'Allemagne a déclaré qu'il ne voulait plus l'énergie nucléaire. C'est à la suite de Fukushima. La Suisse a dit aussi nous ne voulons plus utiliser l'énergie nucléaire parce qu'elle est trop dangereuse, parce qu'elle produit des déchets dont la solution, le stockage, le traitement n'est encore toujours pas réglé. La France, elle, mise sur le nucléaire en disant que finalement c'est une énergie qui est même verte, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui a été acceptée par l'Union européenne, de classer l'énergie nucléaire comme verte. Oui, ce n'est pas de l'énergie renouvelable, mais force est de constater que l'énergie nucléaire ne dégage pas de CO2 dans l'atmosphère. Là où l'Allemagne renonce à de l'énergie nucléaire, mais met en route des centrales à charbon, au niveau du CO2, la planète n'a pas gagné. La planète n'a pas gagné en remplaçant le nucléaire par du charbon. Et c'est la solution qui a été préconisée beaucoup en Allemagne et dans certains pays de l'Est et en Chine aussi. Maintenant, il faut développer évidemment les énergies renouvelables, les éoliennes, l'éolien, le solaire. Vous avez en Afrique des possibilités immenses, mais immenses, de produire de l'hydrogène. Alors oui, après, il faut le transporter. Bon, si on transporte du gaz naturel liquéfié des États-Unis, du Qatar ou de Dieu sait où jusqu'en Europe, on pourra peut-être transporter un petit peu d'hydrogène entre le Maroc et l'Espagne. Bien sûr. Hein? Je ne sais pas. Et vous avez un potentiel immense. Nous, le soleil, on en a, oui, on est bien content d'en avoir, mais du soleil, vous en avez plus qu'assez. Et des régions largement désertiques où on peut prévoir des installations de production d'hydrogène, qui est la source du futur. L'électricité pour un avion, ce n'est pas pour demain. L'hydrogène, oui. Un avion ne va jamais avoir des batteries assez puissantes qui lui permettront de décoller puis de voler un peu plus loin que faire le tour de la piste de l'aéroport. Donc là, il y a du potentiel. Je pense que il y a des produits de production, des projets de production d'hydrogène. Je ne me rappelle plus si c'est en Côte d'Ivoire ou quelque part en Afrique subsaharienne, voire au Maroc, je ne sais plus. De l'hydrogène vert, oui, oui. Au Maroc, je pense qu'il y a des projets dans ce sens. Oui. Côte d'Ivoire aussi, je pense. Ça, c'est l'énergie du futur. Hein? Parce que l'hydrogène, vous remplissez votre véhicule en 5 minutes, comme un remplissage de voiture normale. Et ça ne produit que des gouttes d'eau et un peu de vapeur, hein, c'est tout. Ça ne produit pas de CO2 à la production si on utilise l'énergie renouvelable, comme du nucléaire, du solaire ou de l'éolien. Et vous produisez tout ce que vous voulez avec ça. Mais on dépend malgré tout du pétrole pour beaucoup, si ce n'est pas pour tout. Quoi. En termes d'approvisionnement, est-ce qu'il serait possible d'approvisionner l'Europe via la Turquie en utilisant justement des canaux justement de l'Arabie ou bien du Qatar ou autre, mais en traversant la Turquie sans passer par principalement la Russie et l'Ukraine? Alors, il y a des pipelines qui conduisent
de l'Azerbaïdjan à travers la Turquie jusqu'en Italie. Hein. Il y en a déjà. Après, il y a des pipelines aussi qui viennent du Caucase et qui vont à travers jusqu'en Turquie. Mais tout d'un coup, est-ce qu'on risque pas de se retrouver avec du pétrole ou du gaz russe dans les 10 pipelines? Hein? Ouais. Oui, ça existe. Il y a des grands projets. Il y a tout un réseau hein, de pipelines en Europe. Ça traverse, on n'imagine pas, mais ça traverse de nombreux pays, notamment dans le sud. Il y a des pipelines qui arrivent depuis la Russie jusqu'en Bulgarie, jusque vers la Hongrie, par là-bas, à travers l'Italie et la Turquie aussi. On en a construit énormément. Mais voir d'où il vient, là. Maintenant, j'ai lu il n'y a pas si longtemps que la Chine est devenue un pays exportateur je ne sais pas si c'est de pétrole ou de gaz, ou je ne sais plus. Ah ouais, parce que la Russie les vend là-bas en Chine et puis eux, ils nous la revendent en faisant le tour. OK, ben pourquoi pas, quoi. Quand on a besoin de se chauffer, au bout d'un moment, on ne va pas trop se poser la question de savoir d'où vient le gaz. Hein. Ouais. On aime bien être un peu comme les trois singes. De... Et donc, du coup, en revenant vers, vers les pays africains, justement, cette situation, cette crise, euh, à la fois énergétique et économique, est-ce qu'elle n'aurait pas, quel impact pourrait-elle avoir justement sur les partenaires africains? Alors, on s'est aperçu tout d'un coup, mais tout d'un coup, je ne sais pas, on devait le savoir avant, mais on s'est aperçu tout d'un coup que, ah, tonnerre, il n'y a plus de blé, parce que le blé arrive d'Ukraine. Tonnerre, il n'y a plus d'huile de tournesol, ou je crois que c'est du tournesol. Ah bon, pourquoi? Ah ben, parce que l'huile arrive de là-bas. D'un côté, il n'y a plus de graines de moutarde, parce que les graines de moutarde arrivaient de... D'un coup, il y a plus de terre X, Y, Z qui arrivait d'Ukraine. On a découvert que ce pays était un fournisseur important de matières premières et de produits industrialisés ou semi-industrialisés. L'Afrique a été la première à souffrir de ça, d'après ce que j'ai pu lire, parce qu'elle importe d'assez grande quantité de son blé en provenance d'Ukraine et de Russie. Et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'ils ne pouvaient plus l'acheter ou le recevoir à des prix, d'abord à des prix corrects, puis ensuite le recevoir tout court. Maintenant, je crois que ça s'est un peu calmé, le jeu était un peu calmé, avec raison. Je ne suis pas sûr que l'Afrique ne va pas importer beaucoup de produits russes. Et ils ne vont pas importer des produits. L'énergie, vous en avez assez en Afrique, entre le Nigeria et tout le golfe de Guinée, vous en avez plus qu'assez. Et puis après, bon, il y en a partout. Donc, je ne sais pas, c'est difficile là, je ne suis pas assez connaisseur pour pouvoir juger, pour exprimer un avis sur quelle est l'influence de ce conflit sur les nations africaines. C'est bien loin, hein, le conflit pour l'Afrique. Je pense que le conflit en Ukraine, il est bien loin. D'accord. Peut-être une question de conclusion. On sait que vous êtes diplomate de carrière et que vous avez justement. Je suis à la retraite. J'ai ma liberté de penser et de parler. Je l'ai retrouvé après 45 ans. Et donc, justement, après cet excellent parcours, justement, et votre passage, votre dernier passage, justement, à Saint-Pétersbourg en tant que consul général, justement, à votre avis, quelle pourrait être l'issue, justement, de ce conflit? On parle souvent de blocage, on ne trouve pas une certaine avancée, pas de progrès de part et d'autre, justement. Selon vous, quand ce conflit pourrait-il justement s'arrêter et comment faire justement pour qu'il puisse avoir fin?
Je ne sais pas. Joker, je ne sais pas. Pour que le conflit s'arrête, c'est très simple. Pour que le conflit s'arrête, il faut que la Russie arrête d'agresser l'Ukraine, qu'elle retourne à ses frontières, qu'elle rende la Crimée à l'Ukraine et puis paye des réparations pour reconstruire tout ce qui a été détruit et puis dire on est désolé, on a fait une connerie. Je ne suis pas sûr que ça, Ce qui que est c'est quelque improbable. chose. Je ne suis pas sûr que ça va arriver demain. Mais le conflit devra s'arrêter. Maintenant, est-ce qu'il va s'envenimer plus avant de s'arrêter? Alors ça c'est la question, c'est une question essentielle pour l'Europe. Hein. Parce qu'à partir du moment où on commence à parler d'armes nucléaires, nous, on sera directement impacté. Hein. S'il y a une bombe nucléaire qui explose quelque Bien part, sûr. on sera directement impacté. Et le monde entier le sera. Je ne pense pas qu'on en soit là, je ne pense pas qu'on va en arriver là non plus. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va sortir de ce bourbier? Bonne chance, hein, je ne sais pas. Il faudra, de toute façon, pour que ça s'arrête, il faudra que les conflits cessent, qu'il y ait un retrait dans ses frontières de la part de la Trop. Russie, Ouais. de ses troupes et de son influence. Or, les populations qui sont dans le Donbass, qui ont lutté pour leur indépendance et leur autonomie depuis 2014 ou 2013, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont accepter d'aller en Russie et de laisser toute cette région? Non, ils sont chez eux aussi. Donc, la seule solution pour le conflit que je vois, c'est d'abord que la Russie retire ses troupes, c'est que l'Ukraine accepte que les populations qui habitent dans le Donbass souhaitent une certaine autonomie. Ce sont des régions immensément riches pour l'Ukraine et qui sont profitables à l'Ukraine, et accepter que ces gens font partie de l'Ukraine au même titre que les Ukrainiens de Lviv ou de Lviv ou de Kiev. Mais alors ça, il faudra que des gens intelligents se mettent autour d'une table et réfléchissent sérieusement à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. À mon avis, pour que le conflit soit résolu, il faut vraiment que les Russes retirent leurs troupes, que l'autonomie des régions soit assurée et qu'ils aient aussi les moyens de vivre et de s'intégrer dans leur pays, c'est leur pays, et puis de travailler ensemble. La Crimée, je pense que la Crimée, qui a été donnée par Khrouchtchev à l'Ukraine dans les années 60, hein, c'est pas, la Crimée était russe jusqu'en 1960. Elle a été donnée comme ça en cadeau parce que c'était l'URSS et qu'on était tous frères. Puis tiens, je te donne un pays. Voilà. Ça, la Crimée, il y a toutes les bases russes, les bases navales russes pour les mers chaudes, pour la mer Noire. La Crimée, ça fait depuis 1800 qu'elle est en conflit. C'est un conflit permanent entre la Grande-Bretagne et la Russie. Il y a déjà eu des guerres de Crimée, mais ça remonte au 17e, 18e siècle. Hein. Je vois pas, alors honnêtement, je vois pas une issue pour demain. Mais il faudra bien qu'on sorte de cette situation pour le bien de l'Ukraine et puis indirectement pour le bien de la Russie et de nous tous. Parce que la Russie est quand même un pays qui a des liens avec l'Europe. Moi, je vois mes amis russes à Saint-Pétersbourg sont tournés vers l'Europe. Ils ont une culture, une immense culture, il faut le souligner, une immense culture. Et ils sont, pour moi, ils sont européens. Ils font partie du continent européen. Au niveau des mentalités, au niveau de la culture, du mode de vie, etc. Mais
Et ça, c'est un sujet d'étude important. Ils ont quand même toujours un sentiment je ne sais pas, ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de l'infériorité, mais de dire on ne nous aime pas. Ah, mais les Russes, on ne nous aime pas. Mais ouais, quand on attaque un autre pays, on ne peut pas dire qu'on aime la Russie. Moi, je le dis ouvertement, je sais que c'est enregistré, je renie pas, je n'ai jamais renié mes amitiés, mais on ne peut pas le dire. Et les Russes, voilà, en ce moment, sont mal aimés, avec raison, avec raison. Mais il y a des gens comme vous et moi, hein, de l'autre côté. Il y a des gens comme vous et moi, de l'autre côté de la frontière, qui malheureusement sont embrigadés dans une phase de propagande mais virulente et qui les empêche de voir que la situation est sérieuse, quoi. Bon, je ne sais pas ce que vous pourrez faire avec tout ça. Ça va être utilisé comment, tout ça? Nous diffusons justement notre petit débat et on le partage justement avec différents partenaires. Très bien. Écoutez. Donc, je vous remercie justement d'avoir accepté d'abord notre invitation. Mais je vous en prie. Et j'espère à très bientôt pour une autre thématique probablement. Oui, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est intéressant. On traite énormément de problématiques aussi d'ordre géopolitique. Donc, du coup, étant donné votre carrière, Ouais. ça nous ferait plaisir justement de vous revoir justement. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas si le prénom, c'est Othman ou Fahim? C'est Othman, le prénom. C'est Othman, ok. Alors, effectivement. très Donc, bien, Othman. je vous remercie et à très vite. Plaisir et bonne chance. Allez. Merci. Au revoir, Ismaël. Au revoir. Ismaël, il n'est plus là. Hein? Allez. Au revoir, Othman. Hein? Bonne chance. Merci. Merci beaucoup, monsieur Michel. C'est bon, Ismaël. Ouais, c'était une très bonne conférence. Merci. Ok, allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et puis, comment va Hassan? Il va très bien, il va très bien. Pardon? Il va très bien. Ah, il va très bien. Ok, vous étiez à Bruxelles aussi ou pas? Non, moi, je suis pas parti. Ah, ok. Alors, bonne chance. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Ismaël. À bientôt.